my gang, Suicide Squad. Pistol on my waist, I might make a mistake. Headshot, oh my god, am I crazy? Pull up, DJ Selector, pull up. Ah, ce genre de banger. C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. Yo mon Manakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Comme disait Monsieur Kerry James il y a quelques années, voici la critique que t'attendais, surtout en période tendue. Car aujourd'hui nous allons traiter de Suicide Squad réalisé par David Ayer, troisième film de l'univers cinématographique de DC après Man of Steel et Batman vs Superman avec un casting de prestige, Will Smith, Margot Robbie, Viola Davis, Jared Leto et j'en passe. Bon, lorsque je suis sorti de la salle des ciné, j'ai posté un truc, un post sur Facebook et Twitter et j'avais dit deux choses. Premièrement, que le film va encore diviser comme Batman vs Superman et deuxièmement que la polémique pour le Joker de Jared Leto sera inévitable et forcément avec la comparaison avec Jack Nicholson et Heath Ledger. Et finalement, bah j'avais raison parce que là, depuis 2-3 jours, Suicide Squad est en top tweet depuis. Il monopolise les débats et les polémiques. Dans cette vidéo, beaucoup de choses vont être dites concernant bien évidemment Suicide Squad, la version longue de Batman vs Superman et de mes attentes concernant la suite du DC Universe et aussi des réactions et des commentaires concernant les trailers de Wonder Woman et Justice League lors de la Comic Con il y a 2 semaines là. Donc si tu n'as pas vu déjà Suicide Squad, ça va spoiler comme jamais. Donc si tu n'as pas vu le film, je t'invite à aller le voir. Ne te fie pas aux avis des critiques, fais-toi ta propre opinion parce que voilà, chacun ses goûts et ses couleurs. Mais ça va spoiler comme jamais, donc lorsque tu auras vu Suicide Squad, reviens voir ma vidéo. A plus tard. Alors, quel est le verdict du jeune Winnie concernant Suicide Squad? Eh bien, à vrai dire, je l'ai trouvé plutôt bien, mais sans plus. Vraiment, c'est pas exceptionnel, c'est pas un ovni, c'est pas genre je suis sorti de la salle du cinéma, j'ai fait waouh. Mais quel est cet ovni? Tout droit sorti de Namek. Par exemple, si on compare avec Gardien de la Galaxie, c'était largement au-dessus parce qu'il faut savoir que le succès de Gardien de la Galaxie a inspiré DC pour faire Suicide Squad, tout comme Batman Superman a inspiré Marvel Studios pour faire Civil War. Cela va de soi. Mais de là à dire que le film est mauvais et atroce, franchement, personnellement, cela n'engage que moi. Mais faut pas pousser Coco dans les orties parce que oui, hein, les médias et les critiques sont là un peu de main forte comme d'habitude. Et oui. En tout cas, personnellement, Suicide Squad c'était pas un film que j'attendais de fou, c'était pas le film que j'attendais le plus cette année. Moi, les films que j'attendais le plus cette année c'était Batman Superman et là j'attends avec impatience Doctor Strange en octobre. J'attends même plus Doctor Strange que j'attendais Civil War pour vous dire. Mais en tout cas, Suicide Squad a réussi à accomplir le cahier des charges que j'attendais, c'est-à-dire introduire les méchants iconiques de l'univers DC au cinéma pour les prochains films, notamment pour Batman et Flash. Et voilà, c'est tout ce que je m'attendais pas à un truc de fou non plus. Et les gens ils se sont mis dans la tête, ouah, ça va être un ovni, etc. Moi, personnellement, il a réussi à remplir les cahiers des charges. Cela dit, le film est quand même bourré de beaucoup de gros défauts négatifs, surtout sur le scénario, le montage encore une fois et le ton du film. Tout d'abord, je vais commencer par les points positifs concernant le scénario et les personnages. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau du scénario? Les seuls points positifs que j'ai trouvé au scénario, c'est que les quelques enjeux scénaristiques sont clairement inspirés du film d'animation Batman l'Assaut d'Arkham, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. En effet, on y retrouve énormément de similitudes comme la constitution de l'équipe des membres présents dans le film tout comme dans l'animé, la mission qui était au final de récupérer des dossiers top secrets d'Amanda Waller, l'implication de Batman indirectement sur l'emprisonnement de certains vilains, le Joker qui a un rôle d'électron libre, et enfin la complicité entre Deadshot et Harley Quinn qui est certes différente par rapport à l'animé, mais bon apparemment c'est le choix de la Warner, mais j'y reviendrai plus tard. Même si David Ayer s'est clairement inspiré un peu de l'animé pour son film, il n'en reste pas moins qu'il y a quelques différences, comme par exemple le méchant du film, l'Enchantresse qui n'est pas dans l'animé, et également le lieu.
parce que dans le film d'animation ça se passe à Arkham et là dans le film ça se passe à Midway City. Bon, j'ai quelques hypothèses concernant ces choix artistiques. Alors bon, tout d'abord concernant le choix de Midway et pas Arkham, moi je pense que c'est pour deux choses. Déjà premièrement, Midway City, faut savoir que c'est la ville de Hawkman et Hawkgirl. Moi je pense que c'est peut-être pour les introduire au cinéma, sachant que Hawkgirl et Hawkman qui jouent aussi également dans Arrow et Flash et dans DC Legends of Tomorrow ont pas renouvelé leur contrat pour la saison 2. Yes! Allez, dégagez. Donc peut-être c'est pour les privilégier au cinéma, comme certains personnages de Arrow et Flash d'ailleurs qui n'apparaissent plus pour les privilégier au cinéma. Donc ça serait plutôt cool. Et deuxième raison, parce que il y a une rumeur comme quoi apparemment le prochain film solo de Ben Affleck, enfin de Batman, se passera à Arkham. Et je pense que DC et Warner ne voulaient pas gâcher la cartouche de l'asile pour pouvoir l'exploiter dans le film solo de Batman, qui sera d'ailleurs apparemment très inspiré du jeu vidéo Arkham Asylum. Deuxième point positif est la bande son du film qui dans un premier temps bah c'est du lourd, ça turn up, surtout le moment où bah, justement il balance le son de Rick Ross et Skrillex. J'étais chaud au cinéma, j'étais là dab. Et deuxième raison, c'est que les musiques utilisées et choisies pour le film reflètent bien les personnalités des personnages. Comme par exemple le moment où Harley Quinn enfile sa tenue, on entend le son d'Eminem Without Me, qui assimile bien la schizophrénie et les voix dans la tête d'Harley Quinn au personnage d'Eminem et son Slim Shady. Ou encore quand Deadshot fait sa séance de tir devant Rick Flag et Amanda Waller, on entend du Kanye West et là reflète bien la personnalité de Deadshot et qui est têtu et possède un gros dégo comme Monsieur Kanye West. Et le moment où le Joker et Harley Quinn parlent à commande dans la salle de striptease, on entend le son de Rick Ross justement qui reflète bien la personnalité du gangster et du mafieux pour ce nouveau Joker. Passons maintenant aux personnages qui méritent de se faire encenser dans ce film. Alors ceux qui m'ont retenu mon attention sont tout d'abord Deadshot et qui est Will Smith et qui est Floyd Layton. Ah là, le gars prend 22 fois les fesses du Deadshot de la série Arrow. Véritable leader au sein de la Suicide Squad, Will Smith, tout comme à son habitude, vole la vedette aux autres personnages du film, avec des phases d'action à te couper le souffle comme la scène où il enchaîne à lui tout seul les rafales des tirs contre l'armée de l'Enchantress. De plus, j'ai particulièrement apprécié sa rivalité avec Rick Flag et sa vision d'horreur qu'il portait à Batman. La seule chose que je trouve dommage est sa relation avec Harley Quinn qui se résume à une simple amitié et la non-interaction avec le Joker tout au long du film. J'aurais bien aimé voir le fameux triangle amoureux comme dans le film d'animation. Ensuite, parlons de Harley Quinn. Margot Robbie, je te félicite. Winnie, te félicite pour ta prestation. Tu es Harley Quinn. Énergétique, combative, folle, drôle, son amour pour le Joker et surtout l'utilité de son pouvoir de séduction. Margot Robbie a compris le personnage d'Harley Quinn. De toute manière, vu son interprétation dans le Loup de Wall Street, je ne doutais point de ses talents pour jouer Harley Quinn. D'ailleurs, j'ai également apprécié le petit clin d'œil au costume d'Harley de l'animé des Batman des années 90 lorsqu'on voit les flashbacks avec le Joker et lorsqu'elle choisit sa tenue. Ensuite, parlons d'Amanda Waller et qui est Viola Davis. Bravo aussi, bravo. Ah, c'est elle pour moi d'ailleurs la vilaine du film. C'est elle la vraie bad guy du film. Charismatique, manipulatrice comme la Amanda Waller des animés, des comics et la Amanda Waller de Arrow. Elle peut aller se rhabiller 20 fois elle aussi. Ensuite, parlons de Captain Boomerang et franchement, au final, c'est exactement ce que je voulais voir de lui. Car en regardant la première bande-annonce qui avait fuité lors de la Comic Con en 2015, je pensais que nous allons voir un Captain Boomerang plutôt charismatique. Mais au final, c'est exactement ce que je voulais voir. Le guignol et le surnois que j'ai imaginé. Et le Captain Boomerang du crossover entre Arrow et Flash peut lui aussi aller se rhabiller. Je trouve juste dommage qu'il soit sous-exploité au niveau de ses capacités avec ses boomerangs, hormis la scène où il lance son boomerang télécommandé pour espionner l'Enchantress avec son smartphone. Et enfin, mention spéciale à El Diablo, West Coast de LA. Franchement, je m'attendais rien de lui. Mais là, franchement, j'étais agréablement surpris de sa prestance, de son interprétation. Au niveau de ses capacités, vraiment, il est chaud bouillant, sans mauvais jeu de mots. Et son combat à la fin avec le frère de l'Enchantress en mode Megazord, franchement, bien joué. Ah oui, avant de passer au point négatif, j'aimerais revenir sur la brève apparition de Batman qui était pour moi très efficace. Et surtout, ce qui était intéressant lors de son apparition, c'est de voir la vision d'horreur et terrifiante qu'avaient Deadshot et Harley Quinn à propos de lui. Surtout la scène où il y a justement, tu vois Batman capturer Deadshot. Il est là, il arrive avec sa grosse cape, parce qu'en fait Deadshot il est avec sa fille en train de faire les courses et tout. Et il y a Batman qui arrive, il dit c'est fini Deadshot, je vais te coffrer, c'est fini. Et là tu te dis mais Batman, tu peux pas attendre un autre moment, le pauvre il est avec sa fille et tout. Et en fait là on a plus l'impression de voir un Batman, un héros connard quoi, un Batman bâtard j'ai envie de te dire.
Donc encore un Batman qui réfléchit pas quoi, comme dans Batman vs Superman, quand Superman essaie de le convaincre. Bon bref, je vais pas commencer à... Je m'égare. Bon, maintenant passons au point négatif au niveau du scénario, des personnages et également du ton du film et du montage. Bon bref, on va y revenir. Alors dans un premier temps, je vais parler de l'intrigue et du scénario du film, qui est très simpliste, vraiment un scénario pas très réfléchi. C'est vraiment... Tu prends ton cerveau, tu le poses, tu manges tes popcorn, t'es là, tu rigoles, t'apprécies. Il y a vraiment un contraste entre le Batman Superman de Snyder et le Suicide Squad de Ayer, malheureusement. C'est vrai, c'est très dommage. Donc en gros, la problématique du film, c'est sur les attentats et les terroristes, parce qu'en fait, le film se passe après les événements de Batman vs Superman, c'est-à-dire un Superman qui est mort. Et Amanda Waller organise une réunion et propose au gouvernement de se défendre au cas où un Superman tomberait du ciel, un terroriste surnaturel. D'ailleurs, ils ont fait un petit clin d'œil à Superman 2 parce qu'il y a Amanda Waller ou un soldat qui dit imaginons un extraterrestre tombe du ciel et soulève le toit du président. Bah ça a un petit clin d'œil à Superman 2 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'était très cool. Donc nous voyons le Suicide Squad avancer à travers les différents obstacles comme un jeu vidéo et affronter le boss final. Alors pour ma part, je trouve que le boss final, justement, l'Enchantress, qui par rapport à ses motivations s'inspire un peu de Apocalypse, de X-Men Apocalypse. Enfin c'est à peu près la même chose, sauf que Apocalypse est crédible, premier mutant, c'était un ancien roi d'Égypte, etc. Alors que l'Enchantress, au final, elle dit juste que on peut pas obéir à l'humanité, mais en vérité, pourquoi tu veux pas obéir à l'humanité? Enfin, c'est pas assez développé tout ça. Et en vérité, pour le besoin du scénario, je comprends aussi mieux pourquoi ils ont tué Superman. Parce qu'en vérité, si Superman serait vivant, il suffirait qu'il arrive à Midway City et qu'il règle le compte à l'Enchantress, c'est vite fait bien fait. Hein. Puisque la Suicide Squad ont réussi à éliminer l'Enchantress assez facilement, j'ai envie de dire. Donc si Superman serait arrivé, il aurait balayé tous ces zombies là, j'aime pas ce que c'était d'ailleurs. Ensuite au niveau du ton, bon comme vous l'avez constaté, le film est beaucoup plus cool, fun et amusant et drôle que Batman Superman et Man of Steel. Alors pour ma part, ça me dérange absolument pas que des méchants comme Harley Quinn, Captain Boomerang et même Deadshot charrient de temps en temps les autres personnages du film. Mais ce qui me dérange par contre dans ce ton là, c'est que déjà premièrement on sent une incohérence scénaristique au niveau du montage, hein, ils ont encore re-shooté, faut savoir qu'à cause des mauvaises critiques à propos de Batman Superman, ils ont retourné des scènes pour ajouter plus de fun et d'humour, et on sent clairement un manque de prise de position entre le PEGI 13 et le Rated R. Franchement on sent clairement que la première partie du film c'est beaucoup plus sombre, plus adulte, et que la deuxième partie du film, c'est presque enfantin, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on constate une apparition de Flash dans le film pour arrêter le Captain Boomerang. Et je pense que comme justement là, ils tournent du Justice League à Londres là, et ils ont ajouté cette scène en dernier. Hein, ils ont tourné vite fait là la scène avec Flash et ils l'ont ajouté. Il a fait une apparition très éclair, sans mauvais jeu de mots aussi, hein, excusez-moi. Ensuite, autre élément qui est souvent revenu de la part de la critique presse et du public, c'est que les vilains ne sont pas réellement des vilains, ils font plus héros que vilain. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec cette critique pour la simple et unique raison, c'est que ces méchants-là ne sont pas les pires méchants moralement parlant de l'univers d'ici. Car comme le dit Deadshot dans la scène du bar, ce sont des méchants qui ont un certain code de l'honneur en tant que criminels. Alors que si par exemple il y aurait eu dans la Suicide Squad des méchants comme Killer Frost, Deathstroke, Black Manta ou encore King Shark, là j'aurais dit ok, car ce sont des méchants qui n'ont aucune pitié pour autrui, comme le Joker. C'est pour cela d'ailleurs que la scène où Harley Quinn vole le sac de luxe est là pour nous démontrer que même en cas de catastrophe surnaturelle, pas de vrai repos pour les vrais vilains. Alors j'ai vu aussi comme réaction, oui mais le moment où Rick Flag libère les Suicide Squad de leur nano explosif, je sais pas encore dans leur cou, ils auraient pu s'enfuir et faire les égoïstes. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous, mais le problème c'est que s'ils auraient pas arrêté l'Enchantress aurait détruit le monde. Et si le monde est détruit, plus de banques à braquer, donc plus d'argent, plus de gens à tuer, le monde serait dominé par l'Enchantress, donc au final... Ensuite, autre élément qui m'a saoulé et perturbé, ce sont les histoires d'amour. Il y en a trop dans ce film, c'est chaud. Entre Rick Flag et l'Enchantress, entre le Joker et Harley Quinn, entre El Diablo et sa femme et ses enfants là qui sont morts, entre Captain Boomerang qui veut gérer Katana, entre Katana et son mari défunt. Laisse tomber, entre Deadshot et sa fille. Encore Deadshot et sa fille, c'est compréhensible. Mais les autres histoires d'amour, j'avais l'impression de regarder une série de la CW. C'est trop, ça m'a grave saoulé. C'est pour ça d'ailleurs que les gens disent que ces vilains ne sont pas vraiment vilains. Parce que l'amour est le sentiment humain le plus fort. Donc si tu associes l'amour à ces vilains là, c'est pas du tout crédible, j'ai envie de te dire. Ensuite concernant les personnages qui m'ont déçu dans ce film, tout d'abord Katana.
Katana, pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est vraiment sous-exploitée, c'est vraiment dommage, j'attendais plus d'elle en termes d'action. Ensuite Killer Croc, alors lui je crois que c'est ma plus grosse déception du film parce que tout simplement c'est un gros ennemi de Batman dans la mythologie Batman. On n'a rien appris sur son passif. Il est pas charismatique, c'est même pas le plus puissant du groupe. Et il est sous-exploité comme Katana aussi, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment dommage. Et enfin l'Enchantress. Alors là, elle c'est... En termes d'effets spéciaux et d'action, ok. Mais en termes de jeu d'actrice, franchement, Cara Delevingne là, je sais pas quoi. Oh là là, retourne faire du mannequinat hein, parce que là, j'avais l'impression de regarder une méchante de Supergirl. Et enfin, pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On va parler du Joker de Jared Leto. Bon, contrairement à certains, j'étais bien conscient que le Joker allait être un simple guest dans le film, qu'il allait pas avoir une grande importance, qu'il allait apparaître que quelques minutes. Mais le problème, c'est que pendant ces quelques minutes là, il n'a pas été remarquable. Il a été très vite inexistant. Aucune punchline, aucun gadget, aucune scène mémorable en faisant du hardcore et du sale. Et le seul point positif de son apparition, c'est qu'il a été très utile au développement de Harley Quinn en fait. Au flashback d'Harley Quinn, on sent que leur relation a bien été développée, mais le problème c'est que moi j'aime pas leur relation Roméo et Juliette. Moi je préfère la relation où le Joker, tu sais, il garde Harley Quinn assez... Genre t'approches pas trop s'il te plaît, il la traite un peu comme un objet j'ai envie de dire, mais tu vois il l'apprécie quand même, il a un certain estime pour elle. Mais on sent quand même que le Joker lors de ses apparitions, surtout la scène avec Common du coup, on sent qu'il inspire la peur à Gotham et surtout dans l'ombre. Et moi ce que je trouve dommage c'est que pendant tous les trailers là où on nous a fait croire j'ai hâte de te montrer mes jouets, j'ai hâte de te montrer mes jouets, mais où sont tes putains de jouets? Merde, moi j'ai rien vu. Tout ce marketing, toute cette promotion autour du Joker de Jared Leto, oui, Jared Leto s'est mis dans le personnage, il ne se mélangeait pas avec les autres acteurs, il envoyait des rats morts, etc. Tout ça pour qu'il ait un temps d'apparition aussi utile que le Rhino dans Amazing Spider-Man 2. Point. De toute façon, ça a été dit par la Warner que certaines scènes avec le Joker ont été coupées au montage. Des scènes, j'imagine, beaucoup plus sombres et plus hardcore. Et j'ai l'impression que la Warner n'a pas retenu la leçon avec Batman vs Superman, car dans la version longue de Batman vs Superman, justement, 80% des scènes coupées sont des parties avec Superman en tant que Clark Kent et son enquête pour connaître Batman. Et surtout l'explication du plomb pour l'attentat du tribunal. Et pour ma part, c'est un scandale que Superman soit négligé comme ça dans l'univers de DC. Et les 20% restants sont des explications essentielles comme la marque au fer rouge de Batman dont tu apprends que c'est Lex qui paye les criminels pour tuer les prisonniers. Pourtant la marque pour donner une sale image à Batman. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'en fait il y avait une soi-disant rumeur comme quoi Lex Luthor apparaîtrait dans le film Suicide Squad dans l'asile d'Arkham. Or malheureusement Lex Luthor n'apparaît absolument pas dans Suicide Squad et encore moins dans l'asile d'Arkham. C'est très grave quand même. Nous vivons dans un monde où Lex Luthor interprète mieux le Joker et le Joker interprète un Lex Luthor. Et dans un monde aussi où Captain America est plus apprécié que Superman. Bon, j'apprécie également Chris Evans en tant que Captain America, mais Superman quand même, le premier héros de l'histoire des comics. Et il est négligé comme ça? Non, 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 non. Bref, ne soyez pas surpris si dans quelques jours la Warner annonce lors de la sortie du Blu-ray de Suicide Squad des rajouts des scènes coupées justement du Joker. Rated R. En tout cas, Jack Nicholson et Heath Ledger peuvent dormir en paix parce que la comparaison n'a pas lieu d'être pour l'instant. Attendons quand même de voir le Joker dans un film solo Batman parce que... là tu peux pas comparer franchement. Et enfin, autre dernier détail concernant le Joker, c'est qu'on apprend, pour ceux qui en doutaient encore, que c'est bien le Joker qui tue le Robin, parce que lorsque Amanda Waller présente Harley Quinn au gouvernement, on voit bien dans sa description co-assassin de Robin. Donc la question que je me pose, c'est que bah déjà Harley Quinn a participé à la mort de Robin, ça c'est... voilà quoi. Et surtout que, comment ça se fait que le Joker est en liberté? Parce que moi je pensais que dans Suicide Squad il allait être en prison ou à l'asile, mais bah non. Le gars il est en liberté, normal, il se pavane dans Gotham. Donc pourquoi le Batman ne l'a pas coffré? Sachant que quand c'était pour Superman, là il était déter hein. À la salle, lance de kryptonite. Bon, avant de donner une conclusion à cette vidéo et surtout au film, je vais parler vite fait de la fin du film et des événements à venir pour Justice League et Wonder Woman et des autres films du DC Cinematic Universe. Alors, à la fin du film, tous les membres du groupe sauf Diablo et Harley Quinn retournent en prison parce qu'Harley Quinn se fait libérer par le Joker. Et on voit une post-scène générique où Bruce Wayne rencontre Amanda Waller pour justement lui donner les dossiers top secrets. Alors cette scène m'a vaguement rappelé la scène où Tony Stark rencontre le général Ross à la fin de Hulk.
c'est vraiment un copier-coller. Et donc la question qu'il faut se poser maintenant, c'est y aura-t-il un Suicide Squad 2? Car oui, j'avais entendu il y a quelques mois de cela que tellement ils pensaient que ça allait être un gros succès commercial qu'ils avaient déjà prévu un 2 pour 2018. Alors ce qui laisse quand même présager certains doutes, c'est que déjà Amanda Waller ne meurt pas. Certains membres du groupe sont encore en prison. Donc moi pour ma part je pense que c'est pas une bonne idée, à part si ils font vraiment, ils mettent Killer Frost, Deathstroke, des méchants vraiment, des vrais méchants. Là, ça pourrait le faire. De toute façon, Warner devrait se concentrer tout d'abord sur la réussite de Wonder Woman et Justice League. Bon, d'ailleurs, je vais vous donner mon avis concernant les deux trailers qui sont sortis à la Comic Con. Bon, Wonder Woman, ça annonce vraiment du bon, j'ai grave aimé. Ça se rapproche vaguement de Captain America 1. J'avais pas trop aimé Captain America 1, donc on va voir ce que ça va donner pour Wonder Woman. Ça envoie du lourd en tout cas. Et surtout pour Justice League, bon, vous avez constaté que le ton a également changé, contrairement à Batman vs Superman et Man of Steel. Là c'est un peu plus fun, cool avec la musique rock and roll, etc. Ça balance des vannes. Bon, pour Flash et Cyborg, ça ne me dérange absolument pas. Bon, Aquaman, il parle pas beaucoup, il fait que mettre la pression à Bruce Wayne. Par contre, ce qui me dérange, c'est que Bruce Wayne et Wonder Woman, ils sont un peu plus cool, ils balancent des vannes. Moi j'aimais bien leur relation, ils se cherchent, ça c'est un pouvoir de séduction. Là je vois ça se balance des vannes comme, je sais pas moi, Tony Stark balancerait des vannes. Donc j'espère que c'est que la bande-annonce, c'est qu'une impression, parce que voilà, ça va vite me saouler. En tout cas, j'espère que ces deux films vont bien marcher. De toute façon, il y a Ben Affleck qui est maintenant producteur exécutif et Geoff Jones qui est au scénario et patron de DC Films, du label DC Films. C'est lui le patron, si je dis pas de bêtises, hein. Je crois que c'est Geoff Jones et Ben Affleck. Il y a bon Zack Snyder, maintenant il a regagné un peu de crédibilité avec la version longue de Batman Superman. Je vous avais dit qu'il fallait attendre la version longue, parce que là je vois il y en a qui commencent à retourner leur veste, etc. Donc Zack Snyder, t'inquiète pas, moi je suis toujours Hal avec toi, je te soutiens. De toute façon, si Justice League 1 marche bien, ils vont en prévoir un 2 et un 3, ça c'est sûr et certain. Et pour le 2, beaucoup de gens pensent que ça va être Darkseid le Big Boss, mais moi je ne pense pas, c'est pas du tout ma théorie. Moi je pense clairement que pour le 2, nous verrons une Justice League contre une team de méchants, c'est-à-dire Lex Luthor, Joker, Black Adam, etc. Et pour Justice League 3, là nous aurons Darkseid. Et j'en suis sûr que ça va se passer comme ça, retenez bien ce que j'ai dit. Soit pour le 2, en tout cas ça va être ce que je viens de dire, les méchants contre les gentils, soit Brainiac, je pense, comme vilain principal, s'ils font pas de Man of Steel 2. En tout cas, si ça se passe comme ça, je veux que l'un de mes Nakama vienne me dire dans les commentaires: ça y est Winnie, ils l'ont annoncé lors de la Comic Con 2018. Pour Justice League 2, les méchants contre les gentils, c'est sûr que ça va se passer comme ça, en attendant la grosse menace Darkseid, tout comme Avengers. Avengers, ils ont fait Loki, là ils vont faire Stephen Wolf. Là pour le 2, ils ont fait Ultron. Bah voilà, Ultron c'est un peu le méchant terrestre, donc pour Justice League 2 ils vont faire le méchant terrestre, et le Justice League 3 ça va être le big boss extraterrestre, tout comme Avengers avec Thanos. J'en suis persuadé que ça va se passer comme ça. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Suicide Squad est un film plutôt correct et divertissant, mais vraiment sans plus. Je pense que certains, beaucoup même, vont être déçus de ce film parce que beaucoup l'attendaient en tant que blockbuster de l'année, et c'est clairement pas le film qui va porter l'univers de DC au grand public. Il est largement inférieur à Man of Steel et Batman Superman. Mais en tout cas, je salue quand même les risques que la Warner prenne concernant leur développement de personnages. Et les méchants, ils mettent en Wonder Woman le premier vrai film féminin au cinéma qui sortira. Mais quand même, Warner, vous devrez laisser plus de liberté à Snyder et ailleurs, et vos futurs réalisateurs pour leurs idées. Je pense qu'ils vont, de toute façon, il n'y a que Ben Affleck qui vont respecter, je crois. Une dernière chose avant de retourner jouer à Pokémon Go, c'est que beaucoup de fans de comics, de médias, de cinéphiles, tout le monde quoi, font l'erreur de comparer l'univers DC actuel à l'univers Marvel actuel. Moi je trouve que c'est une grossière erreur. Si vous voulez comparer les deux univers actuels, faut que tu prennes les 3 premiers films de DC et les 3 premiers films de Marvel, et là tu compares. Et vous verrez que DC ne se débrouille pas si mal que ça et prennent de gros risques quand même. Bon, même si je ne doute point que Marvel, c'est eux les boss et ils ont clairement la suprématie cinématographique des super-héros. Mickey contrôle le game, mais Bugs Bunny va commencer à manger des carottes et... et retrouver des forces. En tout cas c'est tout ce que j'espère. En tout cas la rivalité des deux écuries va être palpitante pour ces prochaines années. J'ai hâte de voir ça. Voilà mon Nakama, ma Nakama, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Suicide Squad. Si tu as aimé, t'as pas aimé, donne-moi tes arguments, hein. Nous sommes en démocratie, y a pas de souci. N'oublie pas de partager cette vidéo à tes autres Nakama, de t'abonner à la chaîne, de me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, au plaisir.